Donc aujourd'hui, les élèves ont dû regarder une vidéo sur le théâtre baroque et ils vont devoir prouver que Roméo et Juliette, la pièce que nous avons étudiée, est bien une pièce de théâtre baroque. Donc réutiliser ce qui est dans les éléments qui sont dans la vidéo pour les réinvestir, faire un transfert en fait. Et ce sera du coup le bilan de la séquence. Pour pouvoir bien préparer l'activité prochaine. Le terme baroque vient du portugais barroco, c'est un terme de joaillerie qui désigne une perle qui n'est pas parfaitement ronde. Le baroque et ainsi le théâtre baroque font partie d'un mouvement, des mouvements très importants, beaucoup de changements de décor aussi. Ce mouvement a un style assez difficile à définir, on l'oppose souvent au classicisme. Oui, moi j'ai dit que c'était bien parce que la vidéo, si vous voulez, c'est c'est notre prof qui se fait tout. C'est des images au son, c'est elle qui construit la vidéo en quelque sorte. Et le petit mot à la fin, à vos ménages, maintenant, ça nous donne envie voilà quoi. Ça nous donne envie de travailler. Alors du coup, ils vont être placés en groupe, ils doivent créer un document numérique ou pas pour répondre à la question, en s'appuyant bien sur le texte. Après, chaque groupe montrera ce qu'il a fait et on fera une synthèse à l'oral, en comparant les différents travaux. On réfléchit ensemble et on essaye de trouver les éléments essentiels. Et bien prouver que ça s'applique à Roméo et Juliette. Là, je vois par exemple que Hugo a mis que dans le théâtre baroque, il y a du mélange du tragique et du comique. Vous ne pouvez pas juste me dire c'est une pièce baroque parce qu'il y a du mélange du tragique et du comique. Il faut prouver qu'il y a bien du tragique et du comique dans la pièce. Donc il faut que vous appuyiez sur votre connaissance de l'œuvre. Roméo et Juliette, ça s'est fait quand Roméo et Juliette, ça s'est fait dans quel siècle? Shakespeare, c'est 10. Vous n'auriez pas fait par hasard dans votre classeur quelque chose sur Shakespeare par hasard? En 1500, je crois. Oui, donc 16e et 17e, oui, c'est bon, ça c'est une ressemblance. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait ça. C'est pas l'illusion, elle n'est pas dans Roméo croit. C'est l'illusion qui provoque le fait que Roméo croit à la mort. C'est la potion plutôt qui est l'illusion elle-même. Alors c'est le fait que Juliette prenne de la potion. Ça, à prouver. Hein. Attention, vous devriez faire des branches par caractéristiques. Là, on ne voit pas ce que vous prouvez. Vous dites qu'elle est tragique, qu'elle est comique, mais il faut quand même prouver que le tragique et les comiques, ça, c'est une caractéristique du baroque. Clairement, je trouve que les élèves sont plus impliqués que quand je fais un cours dialogué, ce qui m'arrive encore de temps en temps, où il y a quelques élèves qui participent, quelques-uns qui sont en écoute un peu polis, et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent peu. Là, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont plus impliqués, que beaucoup d'élèves qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas là, prennent les choses en main. Et selon moi, ça permet aussi vraiment à l'élève d'appréhender la notion dans le sens vraiment de la faire sienne. Alors que si je parle, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais ça n'imprègne pas leur cerveau, je pense. Je pense que c'est mieux dans l'ensemble, mais que ce n'est pas pour autant qu'ils appréhendent tous les notions, qu'ils les font vraiment leurs et qu'ils sont vraiment meilleurs. Je pense que oui, ils apprennent mieux, mais ce n'est pas pour autant que ça reste vraiment plus longtemps et que toutes les notions sont acquises pour toujours. Alors, quand on interroge des enseignants sur ce qui les a conduits à mettre en place un dispositif de classe inversée, très majoritairement, l'idée qui revient est celle de pouvoir profiter du temps présentiel, de la relation entre enseignants et élèves pendant le temps scolaire pour mieux accompagner les élèves. Alors, c'est vrai que pour corroborer cette idée, moi je fais le constat lors des multiples observations et inspections que j'ai pu faire dans différentes disciplines, que le temps scolaire reste aujourd'hui très majoritairement marqué par un temps de transmission d'informations, et quand on regarde des cahiers d'élèves, on constate que les écrits dans ces cahiers sont très majoritairement des écrits copiés sous la dictée ou recopiés au tableau. Je crois que c'est un point, alors même si on peut considérer que les choses peuvent avoir évolué, je pense quand même qu'il faut faire ce constat et en tirer les conclusions. Nos élèves, en tout cas en termes de réflexion,
qui ne produisent pas suffisamment d'écrits construits, argumentés, qui favorisent l'appropriation de compétences complexes. Bon. Donc l'idée des classes inversées, de pouvoir décaler en amont de la séance certains transferts d'informations pour pouvoir consacrer la séance à des activités davantage de production des élèves est, à mon avis, une démarche tout à fait pertinente et qui mérite d'être valorisée. Alors, ceci étant dit, il est évident que ce n'est pas non plus toujours simple de proposer des activités qui soient réellement déclenchantes en termes de production, de réflexion des élèves. Quand on regarde certains documents de travail, on constate que ces documents ont parfois tendance à tayloriser à l'extrême la réflexion de l'élève, c'est-à-dire des étapes, petit a, petit b, petit c, qui sont extrêmement guidées et qui ne permettent pas forcément la prise d'initiative et le développement d'une pensée construite. Donc là, il y a un travail, je pense, très ambitieux à mener dans les années à venir, qui est de bien définir la nature des tâches, alors qu'on les appelle tâches complexes, projets, résolution de problèmes, démarche d'investigation. Je crois qu'il faut essayer d'avoir un concept général qui est centré autour de la pédagogie active, plutôt que de penser qu'il y aurait des modes et des modèles qui se succéderaient et se neutraliseraient les uns et les autres. Je crois qu'il faut arriver à définir très clairement les compétences, les connaissances, les capacités mobilisées dans ces tâches proposées aux élèves. Il faut arriver à donner des consignes de travail extrêmement précises. Alors quand je dis précise, ce n'est pas au sens du détail de ce que l'élève a à faire, c'est précise au sens où la consigne de travail permet effectivement de déclencher une réelle activité autonome de l'élève. Et il y a une deuxième dimension qui est très importante. Il faut bien se dire que pour des élèves en grande difficulté d'apprentissage, une consigne trop ouverte peut être bloquante. Donc il y a nécessité de réfléchir à différencier au maximum à la fois les supports sur lesquels les élèves vont travailler et également les consignes. Ou plutôt, partant d'une même consigne donnée à la classe, de pouvoir éventuellement la décliner avec des éléments d'aide, des éléments de guidage pour certains élèves, de façon à leur permettre d'entrer dans les apprentissages. Je rappelle toutefois que l'objectif reste le même, il est que ces élèves-là acquièrent comme les autres une certaine autonomie de résolution, mais comme tout processus d'entraînement, il y a des approches graduées à avoir. Donc cette idée de mettre les élèves en production pendant la séance est à mon avis centrale. On ne peut plus rester sur un modèle de l'école où en gros l'élève serait présent 26 heures au sein d'un collège pour ingurgiter l'information et devrait à la maison, par son travail personnel, se l'approprier sous forme d'activité que l'enseignant ne peut pas accompagner. Cette idée, je dirais, inversée, c'est-à-dire de privilégier dans le temps scolaire l'idée justement que l'enseignant puisse observer comment l'élève s'approprie et met en œuvre des connaissances et des capacités est essentielle et centrale dans l'idée de classe inversée. Et elle est à mon avis déclenchante pour vraiment, alors on l'appelle aujourd'hui, il y a un peu un effet de mode, tâche complexe, mais cette idée de résolution de problèmes, d'être réellement ambitieux par rapport à la nature de la production attendue de l'élève, eh bien ce temps de la classe mérite à lui-même, en tant que tel, une véritable réflexion pédagogique, du partage d'expériences, parce que, là aussi on a pu l'observer, ce n'est pas évident d'arriver à proposer des consignes qui entraînent une réaction à une production des élèves. Trop souvent, on voit l'enseignant donner une consigne, laisser une sorte de temps mort dans la classe, et puis finalement résoudre à la place des élèves. Et ce qui parfois est difficile pour les enseignants, c'est d'accepter un changement de posture. On n'est plus dans celui qui verbalise pendant la séance, on est dans celui qui accompagne, qui conseille. Et parfois, les enseignants sont un peu déstabilisés, dans l'idée de ne pas forcément être un chef d'orchestre explicite, alors que d'un point de vue implicite, ils le sont, puisque c'est eux qui ont conçu les activités, et c'est à eux d'organiser la classe différemment. Donc, dans cette idée de classe inversée, il y a aussi l'idée d'une organisation spatiale de la classe différente
qui permettent un enseignement des postures adaptées aux objectifs visés. L'intérêt pédagogique, je le vois à différents niveaux. D'abord,